à tous, bienvenue à cette table ronde sur le thème « Le parcours client, nouveau levier d'amélioration de son efficacité commerciale ». Donc, je vais présenter pour ce débat mes trois intervenants. Donc, j'ai à ma gauche Benoît Igel, qui bénéficie d'une longue expérience dans la communication et le design brand management des grandes marques nationales et internationales après plusieurs années passées dans l'agence de design Carré Noir. Il a créé il y a 5 ans son agence qui s'appelle By Benoît, qui est spécialisée dans la création d'identités de marque. Travailler chez By Benoît, dit-il, c'est adopter une approche innovante en se positionnant comme un auteur de marque. C'est une jolie définition. L'agence réunit des savoir-faire et compétences diversifiées et compte parmi ses clients des enseignes telles que Didier Guérin, Vichy Spa Hotel et Resort, Dassault Systèmes, etc. Mon deuxième intervenant, à ma droite, est Benjamin Aurel, alors qui n'est pas tout à fait designer, il nous expliquera tout à l'heure pourquoi. Il est cofondateur de la société Entertainment, spécialiste des applications des nouvelles technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle. A obtenu en 2004 son Master 2 en sciences économie et de gestion, appliqué à l'entreprise. Il évolue dans l'univers des médias et de la communication événementielle de 2005 à 2011. D'un profil communicant et adepte des nouvelles technologies, il s'est spécialisé dans les usages de la réalité augmentée et réalité virtuelle dans l'univers du retail. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Mon troisième invité, qui est un designer, est Emmanuel Touan. Diplômé de l'école de design de Nantes, il fonde en 2005 une agence qui s'appelle DC, qui est indépendante. C'est une agence de conseil en stratégie de marque et en design global, spécialisée dans l'accompagnement des PME et sur le positionnement de leurs marques. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enseignes, de marques qui créent leur flagship, leur pop-up store, leur magasin éphémère. Aujourd'hui, toutes les marques se doivent d'user d'une créativité exacerbée, d'être de plus en plus innovantes, les enseignes. Et aussi, pour faire valoir, pour se faire remarquer et créer de l'attractivité en centre-ville. Et on va voir pourquoi et quelles techniques elles utilisent, ces marques. Alors, je vais commencer par des questions à nos invités designers. Donc, je vais commencer par Benoît Igel. Benoît, quelle est votre expérience en matière d'architecture de points de vente? Vous allez nous dire un peu quelles sont les contraintes que vous imposent les marques aujourd'hui et les enseignes quand elles s'adressent à des agences de design. Alors, nous sommes une petite agence, vous l'avez compris, et ce que nous demandent les marques sont souvent des problèmes assez complexes à réaliser. C'est-à-dire qu'on a réalisé tout récemment pour une enseigne qui était Place de la Madeleine et qui s'appelle Marquise de Sévigné, l'inverse de ce qu'on a l'habitude de réaliser. C'est-à-dire que normalement, on nous donne des flagships, on nous dit, ben voilà, il va falloir faire un très très beau magasin. Ben là, on nous a dit on avait un très très beau magasin. Ce beau magasin, on l'a vendu. On l'a vendu à Swarovski, qui voulait un bel emplacement en Place de la Madeleine. Et on va prendre un petit magasin, qui est carrément 4 fois plus petit. Mais sur ce magasin, on ne veut pas baisser de chiffre d'affaires. Donc ce qu'on nous a demandé de travailler, c'était... le problème est à l'inverse de ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire, à surface 4 fois plus petite, qu'est-ce que vous nous faites pour que cela fonctionne tout aussi bien ? Alors, on a fait d'abord ce que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire on dit votre marque, c'est quoi? Donc, on définit la stratégie, qu'est-ce que c'est, quelles sont les couleurs codes, comment vous vous comportez, qu'est-ce que vous avez à raconter. Avec l'ambiguïté sémantique du nom, Marquise de Sévigné, ce qui n'a strictement rien à voir avec la Marquise de Sévigné. Alors ça, c'est les données du brief de base. Et donc, nous avons travaillé sur une surface qui fait à peine 25 mètres carrés. Et on a réussi à ne diviser le chiffre de la surface qui était avant, qui faisait plus de 150 mètres carrés, que par 2. C'est-à-dire qu'en réalité, on a multiplié les ventes par 2. En faisant quoi? En faisant des choses extrêmement simples. N'oubliez jamais que dans nos métiers, et ici, c'en est la preuve, vous avez des milliers de signes. Vous êtes, non pas agressé, mais vous êtes photosensible à des milliers d'identités visuelles que vous voyez. Donc, on doit être très simple, très pur,
sans être vide, sans être trop minimaliste. Si vous allez chez Yohji Yamamoto, le magasin il est tout blanc avec quelques cintres et encore, il pourrait supprimer les cintres, il le ferait. Hein. Quels sont les messages qu'il faut faire passer justement? C'est être simple, c'est quoi pour Être simple, là d'abord on a des produits à vendre, hein. On doit vendre du chocolat. Donc comme on doit vendre du chocolat, il faut mettre le chocolat, il faut le magnifier. Donc on va faire des niches, on va mettre les chocolats en valeur à l'intérieur des niches, on va mettre les packaging en valeur. Donc la principale chose qui est changée, c'est qu'on enlève tout ce qui est superflu au maximum. On doit, là il y a un parcours shopper qui est complètement obligatoire, il n'y a pas le syndrome Ikea où on a le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, hein, qui est pratiquement remis en scène à l'intérieur du magasin Ikea. Donc là on essaye d'être extrêmement simple, on a des codes qui sont que tout le monde peut percevoir, que tout le monde peut comprendre, on essaye de faire aucun contresens. À chaque fois qu'on multiplie les signes, on risque le contresens par rapport à la marque, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement déconnecté de la réalité de la marque. Et puis on la met en valeur. Il faut savoir aussi qu'en France, enfin pas en France, d'une manière générale, 60% des ventes, quelles qu'elles soient, sont faites plutôt la nuit. C'est-à-dire entre 5h et 20h, 22h. Donc les magasins doivent doivent être très vigilants sur quel est l'aspect de ma marque la nuit, quelle enseigne, comment je la fais, comment je la travaille, comment je fais. Nous, c'est un puits de lumière, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, le soir, quand vous passez place de la Madeleine, mais vraiment, pour un 25 mètres carrés, il est extrêmement lumineux. Je continue, tu veux que je continue? Oui, tu vas nous présenter le restaurant, puis après je passerai la parole à Emmanuel. Un restaurant, c'est quelque chose d'assez... on nous demande de réhabiller un restaurant souvent. Donc c'est un restaurant de copains qui est situé en haut du 8e, qui n'avait aucune singularité, et sauf ça, c'est d'être un restaurant de copains. Donc la première chose qu'on a fait, on a fait une sorte de Hall of Fame. On a missionné un photographe qui nous a fait tout un reportage sur justement ces fameux copains qui mangeaient, qui dînaient, qui restaient attablés parfois jusqu'à 16h, 17h aux tables sur la petite terrasse. Donc il est en haut, il est du côté de la rue Treillard. Donc on a fait toute une série d'images et c'est cela le centre du restaurant. Alors après on l'a habillé, on a fait des banquettes, on a fait ce qui était traditionnel. Mais ce qu'on a eu envie de faire, c'était de restituer simplement et à peu de frais. La chose qui est la plus saillante, c'est que les budgets sont divisés par 2, par 3 parfois. Donc il faut se débrouiller avec des moyens extrêmement simples pour restituer toujours une ambiance qui soit chaleureuse, ou en tout cas ce que l'on nous demande de faire. Merci Benoît. Alors Emmanuel, tu vas nous dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour valoriser le parcours client. Quand on crée un concept de magasin, on va parler de la valorisation de l'offre, mais aujourd'hui, comment on peut améliorer donc, le parcours client pour optimiser son efficacité commerciale? As-tu des exemples à nous donner? Comment fais-tu? Alors, pour rebondir sur ce que disait Benoît dans un premier temps, moi je suis d'accord avec l'analyse qu'il a fait au départ, c'est-à-dire qu'on nous demande de plus en plus de rationaliser les coûts de production de la création dans des espaces de plus en plus petits. Moi, mon agence est positionnée dans l'accompagnement, on l'a entendu au début, depuis 10 ans, de PME, d'ETI françaises, pas seulement françaises, mais spécifiquement françaises. Et donc, quand on accompagne un client sur la problématique des points de vente, et donc du parcours utilisateur et du parcours client, c'est un accompagnement de contraintes. C'est-à-dire en fonction des points de distribution dans lesquels je vais être obligé de placer mes produits, en fonction de l'environnement produit. Alors ça peut être, on l'a dit, un flagship quand on a de la chance, mais c'est souvent un pop-up store, c'est souvent un corner shop, c'est souvent des endroits qui sont très contraints au niveau de la taille et de l'espace et qui pourtant doivent faire passer l'ensemble des valeurs de marque, des valeurs de produits. Donc nous, on y répond de façon simple avec un concept qui est le Global Design Management, où en fait on prend une marque, de la même façon que ce que disait Benoît, en analysant, en la triturant pour savoir ce qu'il faut faire passer en termes de valeur ajoutée de produits, et puis on pose les produits, on les met en scène et on démontre tout de suite dans tel ou tel segment ou secteur de distribution ce que ça va rendre et ce que ça va donner. En gros, on fait la démonstration de l'efficacité du produit avant qu'il soit déployé dans l'espace de distribution. Donc moi, je ne suis pas spécifiquement spécialiste du parcours utilisateur, on l'a compris, ou du concept store. Mais par contre... c'est une réflexion globale. Voilà, exactement. Moi, je me rends compte que plus on travaille globalement
la démarche de conceptualisation d'une marque et de ses produits, quand on met l'ensemble en cohérence, donc l'espace en fait partie, et ben on a beaucoup moins de dépenses finalement, d'investissements à faire dans tout ce qui va être réseautage, commerciaux. Excusez-moi, puisque les produits entre parenthèses se vendent d'eux-mêmes. On a plusieurs exemples de clients qui ont commencé une démarche de design global et qui, du coup, n'ont plus, en France en tout cas, n'ont plus de référence à les trouver, c'est-à-dire qu'ils sont distribués partout. Et ça n'a pas été une démarche commerciale forte, c'est le positionnement de la marque et des produits qui a fait que, au final, ils se retrouvent dans l'ensemble des points de vente qu'ils visaient et qu'ils ciblaient au départ. Et c'est parce qu'on a proposé de faciliter la distribution aux distributeurs. Entre parenthèses, on fait une partie de leur boulot. C'est-à-dire qu'on met en scène les produits à leur place dans le rayonnage. C'est clair. Benjamin, maintenant, est-ce que alors, les consommateurs ont changé? Qu'attendent-ils d'un point de vente? Toi qui es plus en amont, je dirais, ou en aval en tout cas en aval du design, comment tu réagis à cette question? Qu'attendent les consommateurs et comment tu utilises tes techniques? Dis-nous. Oui. Alors, l'idée, effectivement, le parcours client évolue. On le voit, on parle énormément de digitalisation des points de vente. Il y a une raison, c'est qu'effectivement, d'après moultes études, il en sort que le client doit vivre une expérience avec la marque, mais au-delà du simple point de vente, c'est-à-dire en amont pour préparer, pour commencer à être immergé dans l'univers de la marque, pendant l'acte d'achat, pendant le fait de se retrouver sur site, à l'intérieur du store, que ce soit un pop-up store, que ce soit un flagship store, enfin voilà, qui est une expérience différenciante, valorisante, et ensuite faire durer cette expérience, cet acte d'achat dans le temps, c'est-à-dire après l'avoir effectué, en devenant plus ou moins, pourquoi pas, carrément ambassadeur de la marque, porte-étendard, et communiquer justement auprès de ses amis, sa famille, enfin aller plus loin dans l'expérience. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement qui ressort de manière assez franche. Donc le parcours d'achat a vraiment évolué dans ce sens-là. Et c'est vrai que on parle beaucoup à l'heure actuelle je dirais, du magasin face ou contre le e-commerce ou le m-commerce. Ça, c'est un des gros points, un des gros sujets. Alors qu'en fait, et maintenant, ça y est, les enseignes, les marques ont commencé à le percevoir, ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Mais par contre, c'est comment travailler les deux avec une osmose, une synergie positive pour pouvoir créer vraiment un cercle vertueux, je dirais, du parcours d'achat et proposer ensuite des expériences omnicanales. C'est un autre mot qu'on utilise et qu'on entend beaucoup en ce moment et qui est important. Alors justement, ça m'amène à la question suivante. On parle beaucoup de showrooming où les consommateurs vont repérer des produits en magasin pour après se les procurer, les acheter sur le net. Comment, toi, en tant que, je veux dire, on va pas dire technicien de la réalité virtuelle, mais bon, tu analyses ce phénomène. Alors, comment tu y remédierais? Alors ça, c'est un énorme, mais quand je dis énorme, c'est énorme, problème pour les marques et les enseignes, pardon. Moins les petits shops, mais les grosses enseignes sont vraiment touchées de plein fouet par cela. On a des marques comme la Fnac, Sephora ou d'autres qui nous ont fait des retours d'études où, par exemple, en fonction des sites, de la géolocalisation des sites, enfin de la localisation des sites, nous disent, voilà, sur par exemple un magasin sur les Champs-Élysées, on va être touché par le showrooming, donc c'est-à-dire, oui, avec le portable, comparer les prix, acheter à la concurrence immédiatement depuis le magasin, ça c'est, voilà, ou sur Amazon ou sur des sites comme ça, jusque 42 ou 48%. Donc c'est-à-dire les gens qui utilisent un smartphone dans un magasin, ce n'est pas pour envoyer un texto à sa copine ou je ne sais pas quoi, ça va être dans la moitié des cas, quasiment, pour comparer les prix, pour avoir accès à de l'information, des fois c'est simplement ça, mais souvent ça va être linké, enfin, ça va être en lien effectivement avec un acte d'achat ou au moins la consultation de la concurrence et voir si je ne peux pas trouver moins cher dans la boutique d'à côté ou me le faire livrer directement à la maison quand je rentre une heure après, voilà, c'est plié. Donc ça c'est un vrai problème, ça on le voit. Voilà, comme je vous disais, sur des grosses marques comme la Fnac ou encore Sephora. Comment
capitaliser là-dessus, quels sont les leviers, quelles sont les solutions pour pouvoir justement éradiquer ce problème, tant bien que mal. C'est que la première, je vais vous donner un cas de figure, c'est-à-dire la première réaction qu'ont pu avoir les marques ou les enseignes, enfin la grande distribution notamment sur ce problème de showrooming, ça a été de couper le Wi-Fi, ça a été de mettre des autocollants sur les codes barres, ça a été de bloquer comme on pouvait pour se dire stoppons l'hémorragie, il ne faut pas que les clients sortent, il faut que ça reste là-dedans. Résultat, expérience ultra déceptive pour les utilisateurs et les clients. Ils n'ont pas compris les consommateurs, et les consommateurs se sont dit mais non, on veut me verrouiller, enfin qu'est-ce qui se passe, c'est anti-commercial, allez merci tout le monde, au revoir quoi. Donc ça c'était la grosse erreur, mais pris de panique je dirais, par rapport à l'ampleur du phénomène, ça a été la réaction suscitée par la peur. Et à nouveau, comment apporter d'autres réponses oui. Cacher, que... Oui, tout à fait. Non, mais complètement. Mais du coup, l'idée ensuite, ça a été justement d'ouvrir le débat et de dire, ben non, ne voyez pas ça comme un point négatif et justement un point positif. Donner les outils aux consommateurs. Mais là, ça demande justement une réflexion en amont très profonde et très importante. C'est-à-dire qu'il va falloir pour les grandes marques, je dirais, de laisser, puisque c'est la demande du consommateur, de laisser des outils aux consommateurs pour pouvoir justement comparer, pour pouvoir, on pense notamment à Leclerc qui a mis en place un système de comparo pour pouvoir les prix, d'autres qui mettent en avant le service parce que c'est pas sur les prix qu'ils vont jouer, donc vont justement capitaliser sur leur savoir-faire, sur ces genres de choses, et d'autres encore qui justement, enfin nous c'était la réflexion qu'on a pu avoir avec eux justement, ça a été de dire créer une application, enfin, ils ont besoin d'avoir, donnez-leur le service, donnez-leur l'information, le contenu, facilitez-leur l'achat par le biais d'applications ou autres, et capitaliser sur le fait qu'ils ont besoin de se connecter à l'intérieur du magasin, mais pour qu'ils restent dans votre périphérie, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas des applications concurrentes, mais au contraire, factoriser le service en magasin avec le digital pour pouvoir justement rester à l'intérieur de la marque, dans son pôle complet, in-store et out-store. Merci Benjamin. Alors justement, on va rebondir parce que je voudrais qu'on parle un peu de création et de créativité. Je pense que la création et la créativité ont énormément changé ces 10 dernières années. Et Benoît, je voudrais que tu nous dises un peu ce qui a changé et ce que le digital a apporté. Et tu as des exemples notamment concrets à nous proposer. Mais surtout, avant cela, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur le showrooming. Il y a aussi une autre façon de faire. On peut monter tout ce que tu viens de dire, qui est un peu complexe, mais il y a quelque chose d'extrêmement pragmatique et que font les Japonais, notamment. Là, vous avez la photo du magasin Muji à Yokohama. Donc, les Japonais sont toujours sur leur portable. Ils passent leur temps à regarder, à comparer, à jouer, etc. C'est exactement pareil. On ne peut pas aller contre le furetage. C'est naturel, il faut qu'on compare. Et puis quand on fait le bilan à la fin, oui c'est moins cher ailleurs, mais il faut y aller, il faut prendre la voiture, etc. En temps homme, le furetage, finalement c'est un bruit blanc. C'est un bruit blanc qui fait beaucoup de mal en ce moment, parce que c'est tellement pratique et tentant, mais in fine c'est presque un bruit blanc. Presque, pas tout à fait quand même, hein, parce qu'il y a quand même des sommes d'argent qui sont en jeu et qui sont assez colossales. Et les Japonais, ils l'ont pris autrement. Ils ont fait un appartement. Ils ont fait comme si on était chez soi. Et donc, tout est mis en œuvre, tout est designé pour que vous vous sentiez bien. Et vous avez envie de tester le canapé, tout est reconstitué, mais pas à la manière Ikea, pas de façon manichéenne ou ciblée. Non, c'est fait avec sensibilité, c'est fait avec amour, j'allais dire. Enfin, c'est une tautologie, c'est ridicule de dire ça. Mais c'est vrai qu'on le sent, on s'y sent bien. C'est inexplicable, mais chaque petit détail va compter. L'acier Corten à un endroit, l'ancien parquet, ils adorent ça. C'est de l'ancien parquet qu'ils font venir de France, qu'ils vont juste raboter et puis qu'ils vont mettre au mur. Donc ils arrivent à créer une ambiance qui fait qu'à un moment donné, vous n'avez pas envie de partir. Vous n'avez plus envie de pianoter, de savoir « Ah oui, mais cette bibliothèque qui fait 75 de profondeur, est-ce qu'elle n'est pas moins chère ailleurs ?» Mais si, elle est moins chère ailleurs. Bien sûr que si, évidemment. Mais est-ce qu'elle va vous procurer le même plaisir, la même sensation? Il faut qu'au moment de l'achat, au moment où vous allez craquer,
il faut que vous le fassiez en pleine confiance et avec bonheur, avec plaisir. Et ça, c'est quelque chose... Tu as un autre exemple à nous proposer, justement. Oui, j'ai d'autres exemples, mais je continue. Par exemple, la télé, elle marche. C'est pas, vous savez, cette télé en carton que vous voyez chez Ikea, où vous avez envie de toucher au truc et ça marche pas. Non, tout marche et tout est mis en œuvre pour que vous ayez le choix. Et l'espace, il y a beaucoup d'espace perdu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas perdre de l'espace, on ne sait plus perdre du temps, et de la même façon, on ne sait pas perdre l'espace. Il faut en mettre partout. Ici, il y avait une belle allée, ben non, on a mis un machin, et puis hop, voilà, on va faire un petit espace de conférence. On ne sait pas perdre l'espace, on ne sait pas faire une respiration. Quand vous entrez au Japon dans une entreprise, la première chose que vous voyez souvent, c'est une fontaine. Vous avez un mur, vous savez, ces murs d'eau comme ça, et ça vous repose, et c'est plus cool, et vous ne ferez pas plus d'affaires, hein. Ça, non, vous ne ferez pas plus d'affaires, mais vous serez un petit peu plus zen. Donc, il faut, par exemple, lorsqu'ils mettent quelques produits en avant, là, ce sont des bouteilles de saké, mais vous avez des murs entiers de saké, mais il y a des respirations. Il y a une espèce, je me souviens d'une exposition qu'il avait fait dans les années 90, c'était Kenzo, je crois. Il avait fait une expo sur la respiration au début des années 90, ça s'appelait A1, parce que c'est le signe de la respiration, ça compte beaucoup. Eh ben, il y a ces respirations. Nous, on nous bourre le linéaire. On ne nous fait jamais une respiration. Il n'y a jamais un moment où on passe à autre chose. Non, on te met une TG. Non, on te met un autre truc. Non, on te met une promo. Non, on te met... Donc, tout le commerce, regardez ici, trouvez-moi une respiration quelque part, en dehors de boire un coup. Hein. Donc, il faut ces respirations. Il faut ces respirations parce qu'elles sont nécessaires pour que, comme la mémoire, il y a un filtre, il y a un moment donné où on a besoin de penser à autre chose, de faire autre chose, de le voir différemment. Et ces respirations provoquent des petites impulsions. À un moment donné, on a envie de voir les choses différemment ou de les consommer différemment. Vous connaissez la marque Shiseido. Tout le monde connaît les cosmétiques Shiseido. Ben, sur Ginza, au Japon, Shiseido, ils ont un magasin de pâtisserie. Les Japonais sont fous de pâtisserie. Hein, et vous trouvez là-bas des magasins de pâtisserie. Mais quand vous allez là-bas, vous n'avez pas envie de savoir si à côté c'est moins cher. Ça ne vous intéresse plus. Parce que vous êtes dans une ambiance et vous avez la même qualité qui est mise au service des produits de beauté et va être mise au service des produits de pâtisserie. Benoît, j'ai une question à te poser. Est-ce que Chanel pourrait faire ça? Est-ce que Pierre Hermé pourrait faire l'inverse? Non, c'est-à-dire qu'en France, on montrait tout de suite une petite usine à gaz. Chanel irait voir Pierre Hermé. Pierre Hermé dirait ben oui, d'accord. Il ferait un petit co-branding et il montrait un co-branding sur un petit corner qui vendrait de la pâtisserie. Mais c'est pas ça qu'a fait Shiseido. Shiseido a fait des pâtisseries sous sa marque Shiseido. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Merci pour cette escapade japonaise. Benoît, Emmanuel, j'ai une question donc pour toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que le digital a apporté à la création dans un point de vente et justement dans le parcours consommateur Dis-nous un peu ton expérience. Alors, je vais toujours me placer en réponse du point de vue du fabricant, hein, puisque comme je rappelle, moi, mon but, c'est d'accompagner les entreprises à justement se poser correctement dans les points de vente et chez les différents distributeurs. Le digital, il est intriqué dans l'ensemble de la création. Aujourd'hui, on ne peut pas créer, quand on parle de Global Design Management, on ne peut pas créer une marque sans penser tout de suite, non seulement bien évidemment au retail, c'est-à-dire à l'endroit où je vais vendre mes produits, mais de plus en plus, on parlait de multicanal tout à l'heure, on a de plus en plus de points où ça va se passer. Aujourd'hui, le magasin, c'est devenu un outil d'aide à la vente comme un autre, puisque aujourd'hui, comme le disait mon collègue, on achète beaucoup sur Internet, on va comparer en magasin en mode showrooming et on va acheter sur Internet. Donc le numérique, il fait partie d'un ensemble de contraintes, mais comme toutes les contraintes, l'intérêt du créatif et du bon designer, comme mon collègue Benoît, c'est justement de répondre aux contraintes par des opportunités créatives en proposant une expérience qui soit une expérience de marque et qui valorise les produits dans leur environnement global. Alors pour prendre un exemple, quand on travaille un produit, on le travaille bien évidemment dans son univers, on travaille dans sa marque pour le consommateur, mais on va aussi analyser par quel canal de distribution il va passer. Et en ce moment, si on prend les périphéries d'agglomération, on a de plus en plus d'énormes bâtiments de stockage qui sont gérés par des plateformes en ligne qui permettent à tout un chacun de commander en ligne. Mais du coup, on se pose la question de la logistique au sens physique du terme, c'est-à-dire quand mon produit est emballé, eh bien, il faut qu'il prenne le moins de place possible, il faut que ce soit le plus pratique possible pour le livreur, mais aussi pour le consommateur à ouvrir. Et donc, on a de nouveaux points de contact consommateurs qui sont les emballages d'emballage.
ça a l'air aberrant, mais c'est de plus en plus comme ça. Et ce qui fait que si on ne pense pas à l'ensemble de la chaîne de valeur du produit, y compris le numérique, je suis d'accord, mais c'est vraiment une partie de... C'est pas le numérique qui drive, heureusement, l'offre produit. C'est l'offre produit qui va s'adapter au numérique et aux différentes contraintes de consommation de maintenant. Aujourd'hui, un client, par exemple une ETI qui distribue un nouveau produit et qui veut la lancer, il va plutôt avoir une démarche de pop-up store qui va être de ville en ville tous les 3 mois. Il va aménager un point de vente, il va s'arranger avec une autre enseigne pour mettre des lieux physiques en place, mais des lieux de showrooming, et il va essayer de distribuer le plus possible par les plateformes existantes. En ça, on est en train de vivre une mutation importante de la façon de consommer, et on voit bien que même dans les points, si vous allez dans les grands points de distribution, on parlait de Leclerc, Carrefour, Auchan, etc., eux-mêmes sont en train de venir à du pop-up store à l'intérieur même de leur magasin. Chez Auchan, moi j'habite en banlieue est parisienne, il y a Auchan Bel-Est, ils ont monté un sushi bar en plein milieu du Auchan. C'est assez impressionnant parce que c'est un sushi bar qu'on pourrait retrouver dans un salon, dans un lieu hype parisien. Et là, il est collé au milieu du Auchan. Et on retrouve l'expérience de sushi bar complète dans un lieu où, à la base, on distribuait seulement des produits pour les mettre dans son caddie. Là, c'est plus du tout le cas. Remplir le caddie, c'est plus le seul enjeu. C'est aussi de se montrer et de faire comprendre que le produit a un intérêt au-delà de l'univers de distribution. Merci Emmanuel. Benjamin, dis-nous, parle-nous un peu de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et comment tu l'utilises dans le fonctionnement d'un parcours client. Quels sont, dis-nous un peu comment ça se passe et comment tu travailles d'une certaine manière. Alors avec plaisir. C'est vrai qu'on est sur 2 technologies, réalité augmentée et réalité virtuelle, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Par contre, ça reste pour beaucoup de personnes, je dirais, assez abstrait dans l'utilisation, dans le fonctionnement et puis dans les usages derrière pour les consommateurs. Donc je vais vous montrer 2-3 petites choses très, très rapidement pour pouvoir illustrer les propos. Mais l'idée, c'est de pouvoir justement, on va partir toujours d'un visuel. Notre technologie s'accroche sur un visuel. Donc ça, c'est un point important. Pourquoi ? Parce que de toute façon, voilà, le visuel, ça reste quand même important en termes de communication. Ça prend des formes infinies, je dirais, entre l'habillage d'un magasin, entre le print sur un catalogue, le print sur un flyer, le print sur des produits. Enfin, on en voit, le champ des possibles est assez inimaginable maintenant d'un point de vue technologique sur l'impression. Et nous, on va se servir donc de l'impression, de la reconnaissance d'image, en fait, pour pouvoir rendre le support interactif, connecté et proposer des expériences complémentaires. Donc je vous montre très rapidement et puis je vous explique un cas de figure, justement un cas pratique pour pouvoir rentrer ensuite après plus en détail et comprendre un petit peu la boucle du parcours client ou de l'utilisateur. Alors j'ai juste un petit besoin, c'est le bouton... Notre ami technicien va nous aider. C'est lequel ? On va bientôt tout savoir de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, appliquée au parcours client. Exactement. Alors, c'est Mathilde, voilà, sur celui-là. Parfait. Alors, abracadabra. Abracadabra, abracadabra. Alors, et ça va marcher. Parfait, très bien. Excellent. Alors, je vais demander à mon cher Emmanuel, par exemple, voilà, on va prendre ici. Alors on va le mettre comme ça, j'ai pas trop de fil. Plutôt comme ça, voilà. Bon, les gens verront par le biais de... voilà. Donc il s'agit en fait, vous voyez, une affiche de film. Donc c'est juste pour vous présenter différentes choses possibles. Donc à partir d'un print qu'on peut voir comme celui-ci, on va pouvoir avoir du contenu supplémentaire. Donc par exemple... Voilà, je vais me mettre ici. Je vais pouvoir avoir, par exemple, l'interview de notre ami Fabrice Lucchini qui va nous parler directement du film. Pour ce faire, il suffit que je lance ma petite application. Ah, décidément, on est un peu juste en... Merci Emmanuel. Voilà, regardez. Je me mets ici et à partir de là, je vais avoir directement l'affiche qui va devenir interactive avec Fabrice Lucchini donc, qui me parle du film, qui va me présenter un petit peu plus en détail l'intérêt d'aller voir ce film et pourquoi se rendre en salle.
On va retrouver différentes applications justement pour rendre ce papier connecté. Avec, vous voyez en haut à droite ici le petit menu F Facebook pour voir l'actualité en temps réel du film. Également la petite bulle juste en dessous où on va pouvoir là cette fois-ci avoir tous les commentaires et des professionnels et les critiques donc des particuliers également. On va pouvoir avoir également accès avec le petit coup de cœur, c'est-à-dire vous aimez ce film, vous pourrez aimer aussi ce genre de produit. Je vous montre. Hop, voilà. Donc là, vous pourrez avoir un peu plus de détails sur d'autres films que vous seriez susceptibles d'apprécier. Et également, vous allez jusqu'à l'acte d'achat, c'est-à-dire que en appuyant sur le petit caddie, donc on est en partenariat avec PayPal, on va pouvoir aller jusqu'à la transaction et s'enregistrer avec son petit mot de passe. C'est login, je veux dire. Ou alors payer par carte directement pour récupérer un e-ticket et aller au cinéma voir le film. Donc là, c'est pareil, il suffit juste de mettre sa carte devant. Ça scanne automatiquement les codes et à partir de là, donc on va pouvoir se rendre au cinéma. Donc là, oui. Est-ce que cette technologie, on l'utilise dans les points de vente? Alors, de plus en plus, j'imagine. Cette technologie, exactement, s'utilise dans les points de vente. Je vous montre justement, là, dans un cas de produit. Non plus du service, je dirais, dématérialisé, mais là avec un produit, ou que ce soit justement dans les magasins, dans les catalogues ou à la maison, on va pouvoir retrouver les produits clients. Vous voyez, là par exemple sur la montre, pouvoir apprécier sous toutes ses coutures, voilà, aller chercher du détail pour voir directement le produit comme on le souhaite, il n'y a pas de problème. On va pouvoir faire même de l'essayage virtuel directement depuis une impression, donc ça c'est assez important aussi. On va retrouver également tout ce qui est fiche produit automatiquement, mais toujours à partir d'un simple visuel publicitaire. On va pouvoir directement personnaliser les produits avec différentes gammes. Hop, voilà, la montre en or, très bien, ok. Hop, voilà. On va pouvoir être géolocalisé également et retrouver le magasin le plus proche. Ici, pour aller faire un essai et puis justement faire de l'omnicanal, comme on dit, du cross-canal. Et à nouveau aller jusqu'à l'acte d'achat, tout simplement. Donc voilà, c'est pour présenter un petit peu. Et je peux avoir accès à tous les réseaux sociaux aussi sur le produit. Tout à fait. Bah, par exemple, regarde, je vais, hop là, on se prend en photo avec. Ici, et on va pouvoir le partager, là, vous voyez, avec le menu mail, message, voilà, qui va nous permettre de partager immédiatement le contenu qu'on a pu faire. Bon, j'ai pas paramétré ma messagerie, mais voilà. Donc voilà, très rapidement, juste pour présenter les choses. Alors, comment ça marche, je dirais, comment on peut le mettre en vie maintenant dans le parcours client. Je vous prends un cas pratique sur lequel on a terminé l'année, justement, d'une personne, enfin d'un industriel, je dirais, qui, lui, fait tout ce qui va être ameublement, porte de maison, tout ce qu'on va retrouver aussi dans fenêtres, etc., etc. Donc à partir de là, il avait la problématique de digitaliser ses points de vente. Lui, il a 500 je dirais, revendeurs en France. Il est sur des produits qui sont assez énormes. Et il me disait donc comment on va pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Donc à partir de là, on a équipé ses forces commerciales d'une tablette vendeur avec de la réalité augmentée dedans. Donc ces vendeurs avaient l'habitude depuis la nuit des temps d'utiliser leur catalogue papier. On a dit on va rien changer, on rajoute juste cet objet. Et à partir de là, on va rendre vivants vos produits, on va les faire apparaître, on va pouvoir les mettre en situation. Donc ils ont pu, à partir de là, présenter les produits vraiment aux clients, pouvoir voir vraiment les intérêts, quelle est la visibilité à travers une fenêtre, à travers un portail, etc., etc., personnaliser tous les contenus. Pouvoir même donc digitaliser les points de vente, puisque là il y a des problématiques pour beaucoup de clients, que ce soit des concessionnaires auto, enfin même tous les clients, de référence et puis de stockage. Donc là, à partir de cet outil, ils peuvent justement présenter toute leur gamme ou une grosse partie de leur gamme, faire un showroom digital, mais à partir par exemple d'une grande impression, une impression grand format, faire apparaître moult portiques ou portes de garage ou des choses comme ça, sans les avoir physiquement, mais pouvoir immerger la personne avec vraiment de l'échelle 1-1. Donc ça, c'est un autre outil important. Et cette année, justement, donc, ils nous ont demandé de travailler sur la dernière partie du parcours omnicanal, c'est-à-dire de la force commerciale qui va chez le client, puis du point de vente interactif et enfin le client en autonomie complète avec une application où les gens vont pouvoir justement télécharger l'application par rapport au catalogue et même directement essayer chez eux les fenêtres en se rendant devant leur maison et puis justement en essayant les différents types de fenêtres en réalité augmentée
pour pouvoir et renvoyer directement vers le lien commercial ou la boutique la plus proche de chez eux. Donc là, on a un parcours client complet qui est au service donc, de la boutique. Ça, c'est ultra important parce que énormément, on est encore autour des 90% des ventes vont se faire encore en magasin. Mais comme Emmanuel le disait, c'est un ensemble qu'il faut penser. Le magasin reste et l'humain reste ultra important dans l'expérience client. Mais il y a tous ces outils-là annexes qui vont pousser vers ce goulot comme un entonnoir, vers justement pourquoi aller chez cette marque-là et pas les autres. On s'en souvient, on a eu du service en plus et voilà. Merci Benjamin. Alors, dernière question pour toi. Comment tu travailles avec des agences de design? Est-ce que tu travailles avec des agences de design? Comment ça se passe la collaboration par exemple avec Benoît? Comment vous pourriez travailler ensemble? Pourquoi pas? Il n'y a aucun souci à travailler avec Benjamin. Le produit est séduisant. J'ai fait hier aussi une intervention justement sur le cross-canal et on s'est rendu compte qu'il y avait seulement 10% des entreprises qui utilisaient deux médias de façon contrôlée, entre guillemets, c'est-à-dire le web et puis par exemple Twitter, admettons. Donc il n'y a que 10% des entreprises françaises qui arrivent à maîtriser ces deux canaux. Et sur 3 canaux, il n'y a que 1% des entreprises françaises. Donc il y a une limite, il y a une sorte de plafond de verre pour l'instant, qui est la mémoire, notre propre mémoire. Regardez ici, vous allez vous souvenir peut-être d'une identité visuelle, d'un produit, d'une ou deux phrases que nous aurons dites, et rien d'autre. Le filtre fera son effet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez besoin, vous, pour vivre, que du strict nécessaire. Donc, ce ne sont pas des artifices, mais ce sont des petites prothèses qu'on est en train de développer. La première des prothèses étant nos téléphones portables, qui nous permettent d'être en contact avec tous à un instant donné. Grâce au GPS, on est en contact, on peut se propulser partout à un instant donné. Et grâce à la 4G, on est à tout moment en contact avec l'ensemble des savoirs. Donc ça commence à devenir un tout petit peu compliqué à gérer tout cela. Et les agences de design ont d'abord pour vocation, non pas de faire du beau, parce que ça c'est plutôt une idée toute faite. C'est plutôt réservé aux designers, mais même sans cela, on a plutôt statutaires. Mais même, je ne pense pas que le beau soit l'enjeu du design, paradoxalement. Je pense que l'enjeu du design, c'est de tout faire pour que ce monde soit le plus lisible possible, le plus fluide possible, pour que tout ce que nous mettons en œuvre facilite la vie. Et lorsqu'elle est facilitée, eh bien, on a cette respiration dont je parlais tout à l'heure et on a cette qualité de vie. Oui, le designer participe à la qualité de vie, mais pas tant dans le sens dans lequel il l'imagine au départ. Tu partages, Benjamin? Oui, ça c'est effectivement ultra important. La notion de, ça reprend aussi le début de la table ronde avec aussi toute cette notion donc de visibilité, de lisibilité et de simplicité aussi. Donc je dirais dans l'expérience globale, dans les usages, dans tout ça. Et c'est vrai qu'il ne faut pas. Et ça c'est souvent le piège qu'on peut avoir avec la technologie. C'est d'en mettre trop, qui est trop d'informations, trop de choses, voilà. Et il va falloir justement, et c'est là où avec les agences, on réfléchit beaucoup sur l'usage avant tout, l'utilisateur au cœur de la réflexion, quel qu'il soit, mais un utilisateur, et comment dans cet environnement on propose quelque chose, une expérience équilibrée, simple et pertinente, percutante. Merci Benjamin. Alors j'ai une question pour chacun d'entre vous pour conclure cette intervention. Emmanuel, comment imagines-tu, quelle est pour toi ta vision du magasin du futur? Et ce sera la même question pour chacun de vous. Alors c'est une question complexe parce que le magasin du futur, tu as 2 minutes pour répondre. Ouais, voilà, on peut l'imaginer de toutes les façons. Ce qui a l'air prégnant en ce moment, c'est la notion d'ouverture des données. C'est la notion du partage aussi. Et donc, on va de plus en plus, je pense, vers une économie du partage, y compris dans le partage de la consommation et le partage d'achat. C'est-à-dire que quand je parlais des grandes plateformes logistiques qui commencent à fleurir partout autour des villes, les plateformes logistiques, elles vont servir le client directement chez eux, mais les gens vont encore avoir besoin de points d'ancrage, mais qui vont être non plus seulement des magasins, mais des lieux sociaux où on va se retrouver
pour vivre une expérience commune autour d'un produit, de marque. C'est une forme d'évolution des mentalités, puisque jusqu'ici, on voyait les marques comme le grand capital, comme des choses qui sont là pour nous faire consommer. Les marques, elles se repositionnent, et les grands groupes, notamment avec l'émergence des problématiques RSE, on vient de plus en plus vers la gestion des points de vente comme la gestion d'expérience. Et moi, j'aimerais revenir sur le côté retail. On n'est pas seulement sur du retail pour vendre des produits. Si on parle de la SNCF, par exemple, le parcours utilisateur, il est exceptionnellement complexe. Rentrer dans une gare pour aller acheter son billet physiquement, ça n'a rien à voir avec se mettre à la borne et essayer d'acheter un billet. Ça n'a rien à voir encore avec le parcours de centre-ville au niveau des magasins. Et donc, en fait, on va être dans l'émergence, et on le voit d'ailleurs dans le secteur bancaire qui est obligé de se repenser de la même façon. C'est comment je ramène les gens physiquement vers moi, alors que finalement, je n'ai plus rien à leur proposer. Comment je redeviens un commerce d'une certaine façon. C'est ça, parce que exactement. c'est la problématique posée par les banques aujourd'hui. Benoît. On a discuté de cela en venant dans le TGV. Il y a un point saillant aussi au-delà de cette notion de partage, c'est-à-dire que les marques, alors là je ne parle pas des grandes marques, je parle des marques moyennes, notamment là je pense en particulier à du prêt-à-porter, elles nous demandent des chemins un petit peu compliqués, c'est-à-dire que cette marque de prêt-à-porter est monoproduit, elle fait de la pièce à manche, c'est-à-dire elle fait du manteau. Donc on a commencé par le vendre sur Internet. Et une fois qu'on avait sur Internet, ils se sont dit il nous faut une boutique, alors qu'ils ont déjà un showroom. Et la question de la boutique, c'était pas... Ils en avaient déjà des boutiques, ils ont un autre portefeuille de marque, donc ils avaient déjà des boutiques. Non, ce qu'ils voulaient, c'était juste une boutique éphémère pour vendre pendant 3 mois tel ou tel produit ou des collections, des protos, des choses comme ça. Donc on s'est dit, on va faire une boutique éphémère. Bon, il se trouve que le projet, c'est pas fait pour des raisons d'argent, mais j'ai vu... Tout de suite après, là, je viens de voir 2 boutiques qui viennent de s'ouvrir dans le Marais, qui sont des boutiques éphémères. C'est-à-dire que quand on a discuté dans le train avec Emmanuel, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes pour des sortes de box qui vont exister dans les centres-villes, dans lesquelles telle marque viendra pendant 3 mois, et puis après, ça sera un joaillier, et puis après, ça sera autre chose. Alors, bien sûr, ça ne peut pas s'appliquer à toutes les marques et à toutes les trucs. Mais il va y avoir, de cette façon-là, on se plaint de la... D'abord, les boutiques, ça coûte cher, les pas de porte, ça coûte cher. Maintenant, c'est vrai que sur Internet, c'est tout de même, on n'a pas le pas de porte à payer, on n'a pas les impôts, on n'a pas tout ça. Donc, on va avoir des espèces de cellules, des endroits en ville où il va y avoir des cellules blanches, et puis de temps en temps, pof, il va y avoir une marque qui va venir se plugger, et puis une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez avoir une sorte de turnover qui va s'installer dans les centres-villes, où petit à petit, ma foi, on va faire tourner l'offre à l'intérieur de la ville pour pas lasser. Il n'y a rien de plus lassant que d'arriver dans les centres commerciaux avec les sempiternelles boutiques Zara qui sont toutes faites de la même façon, toutes avec le même design. Ça finit partout par dans être, le monde. et partout dans le monde. Vous allez à Tokyo, on retrouve les mêmes, c'est vrai. Hein. Moins quand même à Tokyo, mais vous allez en Europe, c'est les mêmes. Bon, voilà. Donc cette lassitude, cette espèce de prégnance d'un marketing intrusif, on en a tous un peu marre. Hein. Donc on voudrait des choses plus sensibles, plus fines, qui changent, qui tournent. Et quelque part, la logique d'Internet a secoué le cocotier. Et elle va réussir cette mutation, parce que c'est une mutation, c'est bien plus qu'une révolution. Ça impacte toute la vie, ça impacte la santé, ça impacte les politiques qui passent à tweeter, ça impacte tout, Internet. Donc ça secoue le cocotier et on voit les centres-villes qui se vident, mais la nature a horreur du vide. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va petit à petit se mettre en place. Et on pense avec Emmanuel que, ma foi, cette logique de boutique éphémère a des chances de prendre le pas. Et nous, designers, on fera des choses beaucoup plus légères, beaucoup moins chères, et tout cela risque de prendre une certaine ampleur. Donc les pop-up stores vont réintroduire l'animation en centre-ville. Je pense, oui, ça va. Le vide. Il va être comblé, et donc on va faire des box. Il y a des promoteurs qui vont commencer à racheter des vieilles boutiques. Ils vont tout peindre en blanc, puis ils vont dire tiens, tu te mets là, je te le loue au mois, t'as pas d'impôt à payer, je me débrouille de tout. C'est un petit peu en train de se passer avec le projet de la Grande Rue dans le Marais. Un petit peu. Voilà, d'une certaine façon. Oui, là, on est sur d'autres aussi paramètres. Oui. Benjamin, pour conclure, toi, quelle est ta vision du magasin dans 10 ans? Même dans 5 ans, parce que ça évolue tellement vite maintenant, une enseigne.
Vaste sujet, effectivement. Alors pour l'ouverture, ça mériterait un débat à proprement parler. Mais pour faire rapide, je rejoins beaucoup Emmanuel, effectivement, dans sa vision. Également celle du pop-up store. Ça, on le voit, on a travaillé pas mal avec notamment même des centres commerciaux qui laissent des cellules exprès pour animer, à chaque fois proposer des expériences différentes pour des nouveaux créateurs, des nouvelles marques, pour se lancer. Et également, voilà, pour faire des points de chute à des marques plus connues, temporaire aussi, avec une collection. Maintenant, on marche beaucoup avec une collection éphémère pour créer le buzz, l'envie. Voilà, donc on va la retrouver à un moment donné. Ce sera une fenêtre ouverte, hop, et qui va se refermer. Donc il aura fallu en être, voilà, pour générer justement du buzz et puis réactiver tout ça. Le centre-ville, c'est évident aussi, ça va se redynamiser de cette manière-là. Donc il y a un peu de temps pour que ça se fasse et puis que les mentalités évoluent sur le sujet. Après, toute la ville en pop-up store, c'est sûr que ce ne sera pas comme ça non plus, bien évidemment. Et c'est là où je rejoins Emmanuel, puisque pour moi, les marques et les boutiques qui vont survivre sont celles qui proposeront une expérience humaine importante, valorisante, une expérience vraiment à proprement parler. Je pense notamment, un cas actuel, entre justement un café ou un McCafé ou des choses comme ça et un Starbucks. Starbucks, on paye le café ultra cher. Mais pourquoi on y va ? Il y a cette ambiance, il y a ces fichus coussins qui sont tellement confortables, il y a ce petit truc en plus qui font qu'on a envie d'y aller et de rester même si on le paye plus cher. Et après, donc ça c'est effectivement un point que je partage pleinement donc sur cette expérience. Et après ça va être énormément aussi sur la notion, on en parlait en introduction, de comment se placer cette expérience au cœur, je dirais, d'un procédé complet comprenant voilà, les vecteurs digitaux, donc de l'internet, de l'application, puis créer voilà, un cercle vertueux de tout ça. Mais en tout cas, voilà, ce n'est plus internet ou les applications contre la boutique physique, c'est ensemble proposer une expérience globale avec une expérience homogène de tout ça qui va créer vraiment, je pense, la différence pour les marques. Et ceux qui sont là pour vendre, juste pour vendre, à part vraiment y aller au prix hard discount, mais les gens en ont marre aussi. Puis hard discount, ils ne pourront jamais s'aligner sur Internet. Voilà, seront amenés à disparaître, c'est évident. Et c'est pour ça que les cellules se vident de plus en plus en centres commerciaux et en centre-ville. Merci Benjamin. Je vois que le commerce a un bel avenir devant lui. Hein. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Écoutez, merci beaucoup. Merci Benoît. Je rappelle Benoît Igel qui préside l'agence By Benoît. Merci Emmanuel Touan de DC Design. Merci Benjamin Aurel de Entertainment. Je rappelle que tu as un stand. Oui, J9, donc c'est juste là, à côté, un peu plus loin, donc avec des petites démos, plein de choses. Donc voilà. N'hésitez pas. Merci de votre attention. Très belle journée à vous.